Mes parents m'ont envoyé un message, nous savons que tu as dépensé 520 000 $ pour sauver notre maison. Mais ta sœur ne veut pas de toi à Thanksgiving. J'ai juste répondu, ok, bien noté. C'est ce soir-là qu'ils ont réalisé que j'en avais fini d'être tenu pour acquise. Ce qui s'est passé ensuite les a choqués. Mes parents m'ont envoyé un texto à minuit. Nous savons que tu as dépensé 520 000 $ pour sauver notre maison, mais ta sœur ne veut pas de toi à Thanksgiving. Pas d'appel, pas d'explication, juste une phrase froide illuminant mon loft. Alors, j'ai fixé l'écran, j'ai tapé un seul mot, noté, et j'ai tranquillement refermé le chapitre où je servais de paillasson à la famille. Que s'est-il passé après ça? Leur parfait Thanksgiving s'est effondré, sans que j'aie à lever le petit doigt. Et ce n'était que le début. Avant que je ne plonge dans toute l'histoire, mettez un j'aime et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Et dites-moi, avez-vous déjà été considéré comme acquis par les personnes que vous aimez le plus? Vos histoires me rappellent que je ne suis pas seul. Pendant la majeure partie de ma vie, être la personne responsable n'était pas quelque chose que j'avais choisi. C'était quelque chose qui m'avait été discrètement assigné. Je m'appelle Iris Bennett, j'ai 34 ans, et je travaille dans la tech ici, à Seattle, où mes journées sont prévisibles, structurées et calmes. Tout le contraire de ma famille. J'ai grandi dans une maison où la logique importait moins que le maintien de la paix. Et maintenir la paix, signifiait presque toujours protéger ma jeune sœur, Maya, des conséquences qu'elle créait elle-même. Maya était l'enfant prodige, dès l'instant où elle a su aligner deux mots, brillante, charmante, magnétique, d'une manière qui poussait les adultes à la couvrir d'éloges sans qu'elle n'ait jamais eu à les mériter. Quand elle voulait quelque chose, elle ne demandait pas. Elle s'attendait à l'avoir. Et mes parents livraient toujours. Si elle faisait une bêtise, ils amortissaient la chute. Si elle dépensait trop, ils couvraient les frais. Si elle blessait les sentiments de quelqu'un, ils disaient qu'elle était juste, expressive. Pendant ce temps, moi, j'apprenais à rester posé, utile, fiable. Quelque part en cours de route, je suis devenu celle qui réparait les choses. Les appareils cassés, les budgets brisés, les promesses rompues. Mon nom était toujours le contact d'urgence. Non pas par devoir, mais parce que l'alternative était de tout voir partir en vrille. Il y a 6 mois, tout a failli s'effondrer. Mes parents m'ont appelé en larmes, la voix tremblante, alors qu'ils avouaient la vérité. Ils avaient des mois de retard sur les paiements de l'hypothèque de la maison au bord du lac, où ils vivaient depuis des décennies. Maya avait encore emprunté de l'argent, cette fois en puisant dans leur fonds de retraite pour couvrir ses achats impulsifs et ses idées d'entreprise à moitié formées. En plus de cela, ils avaient fait quelques mauvais choix financiers de leur côté, espérant résoudre le problème discrètement. Ils étaient à quelques semaines de perdre la maison. Je n'ai pas hésité. J'ai liquidé des investissements que j'avais mis 15 ans à construire, vendu un appartement en location dans lequel je m'étais investi corps et âme, et déplacé de l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour mon avenir. Une fois la poussière retombée, je leur avais viré 520 000 $, sans poser de questions. Mon avocat a insisté pour que nous mettions l'accord par écrit, pour protéger tout le monde, et mes parents, désespérés et reconnaissants, ont signé chaque page sans ciller. Pendant quelques mois, tout a semblé stable à nouveau. Maya a repris son rythme habituel, vêtements de marque, publication tape à accent grave-l'œil, nouvelle carrière toutes les 2 semaines. Mes parents balayaient ça d'un revers de main, disant qu'elle se cherchait, la même excuse qu'ils utilisaient depuis des années. Et je me suis dit que ce n'était plus mon rôle d'intervenir. Pourtant, il y avait des moments, des conversations auxquelles je n'étais pas invité, des photos de famille où je n'étais pas incluse, des vacances où j'étais, trop occupé, pour qu'on me le demande. Et chaque fois, une pensée silencieuse se formait au fond de mon esprit, c'est moi qui paie pour le toit que vous avez sur la tête. Pourquoi suis-je celle qu'on laisse dehors? Je la refoulais, me convainquant que je réfléchissais trop. Mais toute cette retenue, tout ce déni, s'est effondré la nuit où ils ont envoyé ce texto. La nuit où ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue à Thanksgiving, parce que Maya ne voulait pas de moi. La nuit où tout a changé. J'ai dû lire ce message de Thanksgiving une 12aine de fois. Non pas parce que je ne le comprenais pas, mais parce que je n'arrivais pas à croire avec quelle désinvolture il l'avait dit. Comme si me demander de ne pas venir revenait à me rappeler d'apporter le dessert. Nous savons que tu as dépensé 52 000 $ pour sauver notre maison, mais ta sœur ne veut pas de toi à Thanksgiving. Pas de « nous sommes désolés », pas de « parlons-en », juste une décision, prise sans moi, à mon sujet,
communiqué par un écran lumineux à minuit. Pendant un instant, je suis resté parfaitement immobile. J'ai attendu que la vague familière d'excuses monte en moi, l'habitude de les défendre, de rationaliser leur comportement, de me faire toute petite pour que Maya reste à l'aise. J'ai attendu la culpabilité, l'autoflagellation, la voix qui murmure « il ne le pensait pas comme ça ». Mais à la place, quelque chose d'autre a fait surface, un calme, le genre de calme qui précède l'éclatement d'une tempête. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Maya. Son message était plus court, plus sec, presque ennuyé. Ce n'est pas personnel. Je veux juste une soirée tranquille. Tu peux être intense. On déjeunera ensemble la semaine prochaine. Intense. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce qu'il devienne flou. Je n'étais pas intense quand j'ai vendu mon bien locatif pour que nos parents ne perdent pas leur maison. Je n'étais pas intense quand j'ai couvert ces dettes de carte de crédit sans en parler au reste de la famille. Je n'étais pas intense quand j'ai conduit 2 heures à minuit pour la récupérer après qu'une autre de ces opportunités d'affaires se soit effondrée. Mais j'étais intense maintenant parce qu'elle ne voulait pas avoir à gérer l'existence de la seule personne qu'elle ne pouvait pas manipuler. J'ai senti quelque chose d'inhabituel me parcourir l'échine, la clarté. J'ai tapé un seul mot en réponse, noté. Pas de colère, pas de sarcasme, juste un point final. Et pour la première fois depuis des années, cette simple syllabe ne ressemblait pas à une capitulation. C'était comme une limite qui se mettait en place. C'était comme me choisir, moi. J'ai posé mon téléphone et j'ai traversé mon loft, le parquet frais sous mes pieds. J'ai ouvert le petit coffre-fort dans le coin, une chose que je touchais rarement. À l'intérieur se trouvait un simple dossier, fin mais lourd de sens. Il y a des mois, quand j'ai remboursé la maison, mon avocat, Daniel, a insisté pour rédiger un accord formel. Non pas par méfiance, mais par protection. Mes parents étaient émus, tremblants, en signant chaque page. Ils l'ont à peine lu. Ils se sont contentés de me serrer les mains en disant que je les avais sauvés. Ce dossier contenait chaque signature, chaque clause, chaque échéance, y compris celle stipulant qu'ils avaient 6 mois pour soit racheter la maison à sa valeur marchande, soit commencer à payer un loyer. 6 mois. Et Thanksgiving marquait la dernière semaine. J'ai passé mes doigts sur le bord des papiers. Pendant des années, ma famille a compté sur le fait que je ne riposterais jamais, que je serais toujours la personne fiable, celle qui pardonne, la personne facile. Mais alors que je me tenais là, le dossier à la main, j'ai réalisé quelque chose de simple. Ils avaient confondu mon silence avec de l'acceptation. Et cette fois, ils allaient apprendre la différence. Le dossier semblait plus lourd que du simple papier. Peut-être parce qu'il contenait chaque moment du déséquilibre de ma famille, chaque sacrifice que j'ai fait en silence, chaque limite que je n'ai jamais posée, chaque excuse que j'ai acceptée alors que j'aurais dû tourner les talons. Je l'ai apporté à mon bureau et je l'ai posé à plat, les pages illuminées par la douce lumière de mon loft. Pendant des années, je m'étais convaincu que si je restais assez patiente, assez raisonnable, assez généreuse, les choses finiraient par changer. Qu'un jour, mes parents verraient la différence entre l'amour et la commodité. Mais en regardant cet accord, quelque chose s'est apaisé en moi. Ils avaient déjà toutes les preuves dont ils avaient besoin. Ils avaient simplement choisi de ne pas regarder. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran projetant une lueur pâle à travers la pièce, et j'ai ouvert un dossier numérique intitulé « Archives ». À l'intérieur, il y avait des mois de documentation discrète, capture d'écran, paiement, factures, relevés bancaires montrant des transferts des comptes de mes parents pour couvrir les habitudes de dépenses de Maya. Je ne les avais jamais collectés pour les utiliser contre qui que ce soit. Je les gardais parce que j'en avais assez d'être le seul témoin de la vérité. Alors que je parcourais les fichiers, le silence autour de moi s'est épaissi, presque électrique. Mon téléphone a vibré une fois sur le bureau, un autre message de Maya, mais je ne l'ai pas pris. À la place, j'ai cliqué sur le contact de Daniel et j'ai appelé. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix ensommeillée. « Iris ? Tout va bien ? » ?»« Non, dis-je calmement. Mais ça va aller. Je dois lancer la procédure. » Une pause, puis, plus vif, « La maison ? » ?»« Oui. » »« Envoie la notification avant Thanksgiving. » Une autre pause, plus longue cette fois, comme s'il évaluait si j'étais vraiment sérieuse. « Tu es sûr ? » « J'en ai assez d'être considérée comme acquise, ai-je répondu.
Les mots sont sortis plus stables que je ne le pensais, mais une fois prononcés, ils semblaient justes, solides, ancrés. D'accord, dit-il. Je préparerai tout demain matin. Quand l'appel s'est terminé, j'ai expiré lentement, un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Mon loft semblait différent, plus léger, même si rien n'avait changé physiquement. Le changement était intérieur. C'était le moment où une limite, ignorée pendant des années, prenait enfin forme. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la ville, les lumières dispersées à travers Seattle comme de petites promesses. En bas, les voitures se déplaçaient régulièrement dans les rues. Des gens rentrant chez eux, inconscients que ma famille, ma vie, venait de basculer sur son axe. Derrière moi, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Ma chérie, ne sois pas fâchée. C'est juste plus simple pour ta sœur. On se rattrapera plus tard. Plus tard. Un mot que j'avais entendu toute ma vie. Un mot qui signifiait toujours, jamais. J'ai fermé le message sans répondre. Thanksgiving était dans quelques jours. Maya planifiait sa soirée parfaite, celle où elle jouerait l'hôtesse, se prélasserait sous les feux des projecteurs, et prétendrait que le monde tournait autour d'elle. Mes parents graviteraient autour d'elle comme d'habitude, aplanissant les angles, protégeant son image, ignorant les fissures. Mais pas cette fois. Cette fois, les conséquences arriveraient à leur porte, non pas enveloppées de colère, mais en termes juridiques qu'ils avaient eux-mêmes acceptés. Et ils les recevraient exactement au moment où ils s'y attendraient le moins, silencieusement, élégamment, inévitablement. Le matin de Thanksgiving est arrivé derrière un voile de brouillard froid de Seattle, le genre qui donne l'impression que le lac exhale. Dans la maison de mes parents, cependant, rien ne ressemblait au calme. Maya était debout depuis l'aube, perfectionnant une fête qui, selon elle, impressionnerait les collègues qu'elle avait invités. Des gens qu'elle voulait convaincre qu'elle était plus prospère, plus stable, plus accomplie qu'elle ne l'était en réalité. Elle portait une robe crème, ses cheveux bouclés en vagues souples qui encadraient son sourire soigneusement étudié. Elle se déplaçait dans la cuisine, aboyant des instructions, peaufinant la disposition de la table, corrigeant le placement des couverts par ma mère, rappelant à mon père d'agir, naturellement, à l'arrivée de ses invités. Mes parents s'agitaient autour d'elle, à la fois épuisés et fiers, complètement inconscients de ce qui se préparait. Ils ne savaient pas qu'une livraison était prévue. Pas de la nourriture, pas de la décoration, pas des fleurs. Quelque chose d'autre. Ils ne savaient pas non plus que je n'étais pas à la maison, à bouder ou à penser mes blessures. J'étais exactement là où je devais être. Quelque part de calme, de privé, un endroit assez éloigné pour entendre mes propres pensées, sans le poids de leurs attentes qui pesaient sur moi. J'ai vérifié l'heure, 11h42. Parfaitement dans les temps. De retour à la maison du lac, les collègues de Maya ont commencé à arriver, un couple de son cabinet, dont l'un était son supérieur direct. Ils sont entrés, complimentant le décor qu'elle prétendait avoir préparé seule. Elle rayonnait de ses éloges, s'imprégnant de chaque once de validation. Ma mère a murmuré à un invité, presque en s'excusant, « Notre fille aînée ne vient pas aujourd'hui. Elle avait besoin d'espace. » C'était le même ton qu'elle utilisait chaque fois que Maya faisait une erreur. Un bouclier doux, tordant la vérité pour en faire quelque chose d'assez inoffensif pour ne pas blesser. Puis la sonnette a retenti. Un son simple. Mais il a scindé la fête en deux. « Maman, va ouvrir », dit Maya en ajustant sa robe. C'est probablement la dernière commande de dessert. Ce n'était pas le cas. Sur le seuil se tenait un homme avec une veste simple, tenant une enveloppe scellée et un paquet plat. « J'ai des documents pour Robert et Hélène Bennett », dit-il poliment. Ma mère cligna des yeux, confuse. « Oh, ce doit être autre chose que nous avons oublié de commander. » Il lui a tendu l'enveloppe, a demandé une signature, et est parti sans cérémonie. Pas de drame, pas de voix qui s'élève, juste une livraison silencieuse de conséquences. Mon père s'est approché d'elle, les sourcils froncés en voyant l'entête juridique en haut du document. Ça vient de Daniel, l'avocat d'Iris. La pièce est devenue silencieuse, non pas parce que quiconque comprenait encore, mais parce qu'il reconnaissait le nom. Ouvre-le, dit Maya d'un ton léger, souriant encore à moitié. Ce n'est peut-être rien. Mais alors que l'enveloppe se déchirait, son sourire vacilla. À l'intérieur se trouvaient 3 jeux de documents, un rappel formel de l'accord qu'ils avaient signé, un avis concernant la fin de la période de grâce de 6 mois, et un résumé détaillant chaque paiement,
factures et transferts qui avaient servi à les sortir de la ruine financière. Des paiements qui remontaient tous jusqu'à moi. Les mains de ma mère tremblaient en dépliant chaque page. Loyer, murmura-t-elle, à la valeur du marché, à partir de maintenant. Mon père parcourut le texte, le sang se retirant de son visage. Où nous devons racheter la maison. Hélène, ce n'est pas une option. Nous avons accepté ça. Maya s'avança, arrachant une page de sa main. Qu'est-ce que tu veux dire, un loyer? C'est notre maison. Non, ce n'est pas le cas, dit mon père tranquillement. Ça ne l'est plus depuis 6 mois. Elle appartient à Iris. Les mots ont frappé la pièce comme un coup physique. Même le superviseur de Maya semblait stupéfait. Elle ne mettrait jamais ça à exécution, dit ma mère, la panique montant. Elle est juste contrariée. Mais ensuite, elle a atteint la dernière page, celle qui détaillait le calendrier. Le jour de Thanksgiving était la date limite. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Et juste au moment où la panique commençait à s'installer, Maya reconnut autre chose. La signature au bas de l'accord, la sienne. Qu'est-ce que c'est que ça? S'écria-t-elle. Pourquoi mon nom est dessus? Je n'ai rien signé. Si, tu l'as fait, lança mon père, la voix se brisant pour la première fois depuis des années. Tu as signé en tant que témoin, le jour où Iris a remboursé l'hypothèque. Tu étais assise juste là. Tu as dit que tu le lirais plus tard. Le visage de Maya est devenu blême. Son superviseur a ajusté ses lunettes, lisant le document plus attentivement. Vous aviez dit que la situation de votre famille était stable, dit-il lentement. Vous aviez dit que vous souteniez vos parents durant une période difficile temporaire. C'est le cas, balbutia Maya. Tout ceci est un malentendu. Mais il la regardait à peine. Ses yeux étaient fixés sur le dossier de preuves, les transferts, les retraits, les paiements couvrant les achats de luxe et les entreprises ratées de Maya. Des choses qu'elle prétendait avoir financées avec ses économies personnelles. Tout s'effondrait trop vite pour qu'elle puisse rattraper le coup. Ma mère se tourna vers mon père, alarmée. Appelle-la. Appelle Iris, tout de suite. Ils ont essayé. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je le regardais en silence, de là où j'étais assise, l'écran tourné vers le bas, sans prendre la peine de bouger. Puis mon père a réessayé, et ma mère, puis Maya, composant le numéro frénétiquement, les doigts tremblants. Au moment où mon téléphone a cessé de vibrer, j'avais plus de 30 appels manqués. J'ai finalement répondu. Allô? Ma voix était calme. Trop calme. Iris, souffla mon père. Nous avons reçu quelque chose. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Vous m'avez dit de ne pas venir, dis-je simplement. J'ai respecté ça. Ma mère intervint, la voix brisée. Ma chérie, s'il te plaît. C'est un malentendu. Maya ne voulait pas dire. J'ai tout lu, la coupa sèchement Maya en attrapant le téléphone. Ce que tu fais est insensé. Tu gâches Thanksgiving. Tu ruines ma réputation devant mes collègues. La voilà. La vérité. Pas de regret, pas d'excuses, mais de l'embarras. Il ne s'agit pas de ta réputation, dis-je. Il s'agit de responsabilité. Responsabilité? Lança-t-elle. Tu nous punis. Non, répondis-je. Vous vous êtes punis vous-même. Je ne fais qu'appliquer ce que nous avons tous accepté. Pendant un instant, personne ne parla. Je pouvais entendre le cliquetis de la vaisselle, le choc silencieux qui se propageait dans la pièce, la prise de conscience que la femme qu'il prenait pour acquise avait cessé de jouer le rôle qu'on lui avait assigné. Mon père a finalement expiré, un son de capitulation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez 2 options, dis-je d'un ton égal. Racheter la maison ou commencer à payer un loyer. C'est impossible, murmura Maya. Tu sais que nous ne pouvons nous permettre ni l'un ni l'autre. Vous le pourriez, dis-je, si tu n'avais pas vidé leur compte, utilisé des lignes de crédit à leur nom, ou prétendu que tes dépenses étaient des investissements. Les yeux de son superviseur s'écarquillèrent à cette remarque, confirmant qu'il avait vu les preuves, lui aussi. La voix de Maya se brisa. Tu fais ça exprès. Tu veux m'humilier. Non, pas du tout, dis-je tranquillement. Mais je ne te protégerai plus de la vérité.
Je laissais les mots infuser avant de continuer. Ce Thanksgiving devait être ta journée parfaite. Et maintenant, tu fais face à tout ce que tu as travaillé si dur à cacher. C'est ce qui arrive quand les vraies conséquences se présentent. Je pouvais sentir qu'ils retenaient tous les trois leur souffle. Puis j'ai terminé, avec la même fermeté que j'avais pratiquée la nuit où j'ai lu ce texto. J'en ai assez d'être considérée comme acquise. Et avant que quiconque ne puisse parler à nouveau, j'ai raccroché. De l'autre côté du lac, dans la maison que je possédais désormais légalement, la façade d'une réunion de famille parfaite s'était effondrée. Non pas parce que je m'étais battu, mais parce que j'avais enfin cessé de porter le poids de leur choix. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé dans ma famille, que je n'avais jamais vu auparavant. Le silence. Pas le genre de silence froid et punitif que Maya utilisait quand elle voulait de l'attention. C'était le silence de personnes enfin contraintes de faire face à la vérité. Thanksgiving s'est terminé en morceaux. Les collègues de Maya sont partis tôt, offrant des adieux polis qui ne cachaient pas leur malaise. Son superviseur a à peine croisé son regard en sortant, le dossier de preuve encore frais dans son esprit. Quelle que soit l'image qu'elle avait tenté de projeter, elle s'est effondrée au moment où ces documents ont atterri sur la table. Mes parents ont rappelé, cette fois non pas pour supplier, mais pour poser des questions qu'ils auraient dû poser il y a des années. Ils avaient commencé à faire le tri dans leurs finances, réalisant à quel point les dépenses de Maya avaient entamé leur stabilité. Le choc s'est transformé en honte, et la honte en quelque chose de plus calme, de plus lourd, la responsabilité. Pour la première fois, ils ne pouvaient plus ignorer le schéma. Pour la première fois, ils ne pouvaient plus prétendre que tout était anodin. Et pour la première fois, ils ne m'ont pas demandé de réparer les choses. J'ai fait de longues promenades à travers Seattle pendant cette semaine, respirant un air qui semblait plus pur que tout ce que j'avais inhalé depuis des années. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas soulagé. Ce que je ressentais était plus proche de l'équilibre, comme si le monde avait enfin cessé de pencher vers les besoins de tous les autres. Une semaine plus tard, mon père a demandé une réunion. Pas d'excuses, pas de culpabilisation, juste de l'honnêteté. Il a admis qu'ils avaient été aveugles, que compter sur moi était devenu trop facile, trop confortable. Ma mère s'est excusée sans présenter cela comme de l'amour ou un sacrifice, admettant simplement qu'ils avaient échoué à me protéger, tout en protégeant Maya. Ils ne savaient toujours pas ce qui allait advenir de la maison. Moi non plus. Mais pour une fois, cette incertitude n'était pas mon fardeau à porter. Pour la première fois de ma vie d'adulte, chacun vivait enfin avec les conséquences de ses propres actes. Quand mes parents ont finalement demandé à me revoir, une semaine plus tard, quelque chose dans leur voix semblait différent. Plus humble, plus doux, humain d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Ils n'ont pas supplié ni négocié. Ils ont simplement reconnu la vérité, ils avaient pris ma loyauté pour acquise, et ils étaient prêts à reconstruire sans placer le poids sur mes épaules. Quant à Maya, le silence de son côté en disait plus que n'importe quelle excuse. Pour une fois, c'était elle qui faisait face aux questions, sans se cacher derrière le charme ou les faux fuyants. Et en écoutant ma famille parler honnêtement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix, la vraie. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Laissez vos pensées ci-dessous. Ah, what is with these caves? Good for building blocks. Can I find one singular cave that isn't like as one toe long? I probably should go to the mountains. I'm probably running in the completely wrong direction. Copper is super valuable. It's as important as diamonds. Are you serious? Wait. Seriously? Wait. Seriously? Where is it? Where did it go? Where am I? Copper actually makes you lose all your memory. Copper gives you dementia. Because where the hell was that? I can make armor out of it too. Okay, wait, copper actually might be the most useful resource in the game. Okay, let's get that. Let's get it. Wait. Really did have made a noob mistake, actually. What am I? Oh! To reveal coal. Perfectly planned. This might be my fastest speedrun. Awesome. Let's get that. Oh, yes. 1, 2, eat my freaking poo.
Would anyone want to do that? Wow, this is a big one. Almost as big as your mum. No, that's not even funny. Sorry. Crap, that wasn't even funny. Please, guys, don't take offense to that. That was the demons. That was the copper in my head talking to me. It gives you dementia and also sends voices to your brain. Damn it. Okay, let's get this copper. Let's kill it so it stops doing this to me. Okay, so basically now I have what? Equivalent to like $10 million? Your mum jokes in the big 26. Yeah, and I bet that's what your mum sees when she steps on the scale. Big 26, bro. That doesn't even make any sense. Crap. This is why I'm deciding to stream Minecraft and not anything that requires me to have any sort of humor or personality. Okay. Well, there's a cave over here. Let's go. And it's nothing still. I don't even know why I would even look around here. Do these bushes, do they do anything? Now smelt it and make some armor to protect from the English. Crap, you're right. I need to make sure that I'm protected from them before night comes. The English only come out at night. Let me get a bed. Sorry, if you're a vegetarian, look away. Sorry. Okay. This is kind of stressful. Is that a horse? Okay. Chicken. Duck. I'm only gonna add ducks to this game. Are you asking if I am Scottish or Irish? Or if Fern is Scottish or Irish? Because, I'm sorry to break it to you, bro. Neither. Oh my god. Okay, wait, I do need to get stone though, don't I, for a furnace? Scotland! Love it. Okay. Oh, I finally found a cave! Yes, let's go. Okay. Boom. Boom. And then, wait, let me do that. Wait, no. Pause. I'm one step ahead of myself. Boom. Oh, a perfect amount. That was 100% planned. Okay, whoa, that was a lot of torches. Genuinely didn't mean to do that. Anyways. And then we go boom. And then we go, I don't know, wait, how did I get that much? How did I get that much of copper? I literally mined like 2. I am inevitable.